En 20 ans, la propagande des frères musulmans en France s'est révélée dramatiquement efficace. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder deux études qui ont été publiées à quelques années de différence. En 2005, le CEVIPOF et Vincent Tiberge publient une étude qui montre que 81% des Français de confession ou de culture musulmane estiment que la laïcité est une valeur positive. 59% des Français d'origine turque, à l'époque, se prononcent en faveur de l'interdiction du voile islamique. Quelques années plus tard, en 2023, l'IFOP réalise une nouvelle enquête. Les résultats sont symétriquement différents. 75% des Français de confession ou de culture musulmane estiment que la laïcité est islamophobe. Pire, 66% des plus jeunes vont même jusqu'à se prononcer contre l'interdiction du hijab, pas du port du voile, du hijab. Ce renversement de l'opinion de nos compatriotes musulmans ou de culture musulmane est extrêmement inquiétant. Alors pour essayer de comprendre ça, l'Union européenne avait missionné une étude qui s'appelle l'étude DAR pour Dialogue sur la radicalisation et l'identité. Cette étude a été financée à hauteur de 5 millions d'euros et a été confiée à 17 équipes de recherche européennes et chapeautée par une universitaire, Madame Hilary Pinglington. Sauf que cette universitaire n'est pas une spécialiste des frères musulmans, c'est une spécialiste de l'extrême droite. Ce biais idéologique va d'ailleurs pas mal changer les résultats de cette enquête, puisqu'elle va surtout s'intéresser à la montée du racisme systémique et à la montée de l'islamophobie. Plus grave encore, cette équipe de recherche, de façon à se montrer inclusive, va intégrer en son sein une association, l'ENAR, qui est un réseau européen de lutte contre le racisme. Sauf que cette association-là n'est pas neutre. Cette association-là est connue et réputée pour être l'une des membres de la galaxie des frères musulmans. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les résultats de cette enquête, qui avait pour mission originelle de réfléchir au moteur de la radicalisation des musulmans, d'une partie des musulmans en Europe, qu'est-ce qui explique cette radicalisation et surtout comment la contrer, eh bien, cette étude-là va aboutir à des conclusions extrêmement inquiétantes, puisqu'ils vont simplement dire que la radicalisation des musulmans en Europe est le fait de la montée du racisme systémique, de la montée de l'islamophobie et, plus surprenant encore, de la montée des discours anti-radicalisation. Pour eux, lutter contre la radicalisation, c'est un moyen de favoriser la radicalisation. Dès lors, il ne faut rien faire et laisser les organisations musulmanes radicales se développer comme ça, de peur de développer des discours islamophobes. Et en fait, c'est bien ce concept d'islamophobie qui est au cœur de cette stratégie-là. L'islamophobie, c'est un concept incapacitant, un concept qui nous empêche d'analyser les ressorts de la radicalisation, qui nous empêche de critiquer l'islam politique et de critiquer ses dérives. La montée de ce concept-là est extrêmement intéressante, puisque même si ce terme est utilisé depuis 1910 par quelques orientalistes, puis repris dans les années 70 par des proches du régime des Mollahs, c'est en réalité en 2003 simplement qu'on va avoir une vraie campagne médiatique et marketing pour imposer le concept d'islamophobie dans le débat public. En septembre 2003, un universitaire, membre du CNRS, Vincent Geisser, va publier un livre qui s'appelle « La nouvelle islamophobie ». Quelques jours plus tard, à l'Assemblée nationale, un colloque est organisé sur le thème de l'islamophobie. Aussitôt après, une tournée des universités va être organisée pour que Vincent Geisser vienne présenter son livre à tous les étudiants. Cette tournée des universités est organisée en partenariat avec les étudiants musulmans de France, qui est considérée comme là aussi l'une des branches des frères musulmans, en tout cas proche des frères musulmans en France et sur les campus français. Cette même année va être créé le CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France. Et ce fameux comité qui va, quelques années plus tard, être dissous pour apologie du terrorisme. Donc, on voit bien une véritable coordination d'actions visant à imposer le terme d'islamophobie dans le débat français. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été aussi rendu possible parce qu'en même temps, s'est constitué en France un écosystème de médias communautaires qui a permis de servir de caisse de résonance à cette création-là.
Le premier, c'est Ouma.com et Ouma TV qui vont être créés en 1999. Ouma TV, c'est aujourd'hui encore l'un des médias en ligne les plus vus de la communauté musulmane française. Et ce média-là va être plusieurs fois épinglé pour avoir diffusé des thèses conspirationnistes. Alors, on retrouve sur ce site des articles mettant en doute les conclusions de l'affaire Mera, certaines remettant en cause la version officielle des attentats du 11 septembre, relayant aussi des fake news considérant qu'Israël était à la tête d'un trafic international d'organes. Ils vont même aller en 2022 jusqu'à publier un article accusant Simone Veil d'avoir elle-même participé à une forme de trafic d'organes à destination d'Israël. Le deuxième média qui va être créé quelques années plus tard, en 2002, c'est Saphir News. L'idée de ce média, c'est de s'intéresser plus spécifiquement aux jeunes générations, à ceux qu'ils appellent les convertis de l'intérieur, ceux qui ont eu des parents qui ne pratiquaient plus l'islam ou qui pratiquaient un islam assez éloigné de la tradition et finalement assez peu rigoureux. Et donc, ils vont proposer à ces jeunes-là un retour à une forme de spiritualité beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus stricte. Et c'est ce qu'ils appellent le phénomène de born again, un retour, une renaissance par la religion. Et ils vont aller assez loin dans l'édiction, la promotion d'un islam un peu plus radical et surtout la promotion de comportements qui seraient plus en adéquation avec l'islam tel qu'il le voit. Et ça va être notamment la promotion du halal, la promotion de la finance islamique, la promotion aussi de sites internet spécifiques à la communauté musulmane, notamment pour organiser des mariages intra-communautaires. Ce qui est intéressant dans ces sites-là, c'est qu'effectivement, on voit qu'ils font d'une pierre deux coups. Parce qu'en réislamisant une partie de la jeunesse, en lui donnant des cadres beaucoup plus stricts, ils la tournent aussi vers des institutions ou vers des structures, celles qui développent le halal, celles qui développent la finance islamique, dont une grande partie sont détenues par les frères musulmans. Ça leur permet de financer par ce biais-là. Le développement du halal permet notamment de financer une partie de cela, comme l'a très bien montré Florence Bergeau-Plaquer. Ce qui est surtout intéressant, et ça c'est une étude qui a été faite en 2012 donc, par Anne-Sophie Lamine, qui a étudié les publications de ces médias, et notamment de Saphir News, entre sa création en 2002 et 2012. Pendant 10 ans, elle a regardé l'intégralité des publications, et ce qui en ressort, c'est que 22% des articles publiés, sachant qu'il y en avait environ 120 par mois, étaient consacrés exclusivement à l'islamophobie et au racisme. L'idée, grâce à ça, c'était d'imposer cela dans l'opinion publique, par une forme de matraquage, d'imposer l'idée que la France serait un pays raciste et un pays islamophobe. Cette stratégie-là, elle a été extrêmement efficace et elle va être encore amplifiée en 2017 avec la création d'un média francophone qui s'appelle AJ+, qui est le média pour les jeunes occidentaux et francophones d'Al Jazeera. C'est le Qatar qui va décider de mettre en place une véritable stratégie, là aussi, d'influence et de subversion. Le CERU avait publié en juin de l'année dernière une étude sur AJ+, que vous pouvez retrouver sur notre site, qui montre quelle est la stratégie utilisée par le Qatar pour justement influencer et subvertir une partie de la jeunesse musulmane, mais aussi de la jeunesse occidentale woke en France. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, 34,8% des publications réalisées par AJ+, que ce soit des vidéos, des tweets, sont consacrées à l'islamophobie et au racisme. Tout cela, effectivement, c'est une influence extrêmement importante qui, en plus, est ce qu'on appelle souvent une influence under the radar. C'est-à-dire que la majorité de ceux qui s'intéressent à ces questions-là ne le voient pas avant qu'il soit trop tard, puisque seules les personnes qui sont ciblées par les algorithmes vont se retrouver totalement coincées dans une bulle algorithmique
qui va les enfermer dans ce discours victimaire sur la montée du racisme systémique et la montée de l'islamophobie. Tout ça, ça a été effectivement extrêmement bien théorisé par notamment AJ+, qui va développer ce qu'un universitaire américain de l'université George Washington appelle l'islamo-wokisme. Cet universitaire, c'est Lorenzo Villino. Alors, l'islamo-wokisme, à première vue, on se dit que c'est un mariage contre-intuitif. On ne voit pas comment l'islam des frères musulmans peut être compatible avec le wokisme, avec les théories queer, etc., etc. En réalité, il y a beaucoup plus de points communs qu'on peut l'imaginer. Le premier point commun, c'est un ennemi commun. Il y a une forme de détestation qui est aussi importante chez les frères musulmans que chez les woke, de la culture occidentale, de la civilisation occidentale et de l'homme blanc. La deuxième chose, c'est les stratégies. Que ce soit les frères musulmans ou les wokistes, il y a cette volonté de déconstruire et de décrédibiliser les institutions. Le deuxième point commun de leur stratégie, c'est que les deux, frères musulmans comme woke, ont l'habitude de politiser tout le quotidien. Chaque geste quotidien est politique. Pour les woke, c'est toujours l'idée de pouvoir dénoncer une microagression, de dénoncer des dominations invisibles. Et pour les militants des frères musulmans, c'est cette analysation de la vie quotidienne qui fait que chaque geste que l'on fait doit s'inscrire dans une démarche qui doit être celle compatible avec les valeurs des frères musulmans. Enfin, les deux vont s'appuyer sur les studies américaines, que ce soit notamment les questions sur le postcolonialisme, pour à la fois culpabiliser l'opinion publique et essayer d'enrégimenter de nouveaux alliés. Et là, on va voir effectivement que ça fonctionne très très bien. En mars 2025, une enquête Harris Interactive consacrée aux jeunes et à la religion va montrer que cette propagande a malheureusement un impact extrêmement important chez les jeunes, et bien au-delà d'ailleurs des seuls jeunes de confession musulmane. En effet, 7 Français de 18 à 24 ans sur 10 se déclarent favorables au port du voile en entreprise. C'est plus 16 points. 58% soutiennent la création de salles de prière dans les entreprises, alors qu'ils ne sont que 19% parmi les plus de 50 ans. Ce différentiel de près de 40 points est inédit dans la science politique. On voit qu'il y a une vraie fracture générationnelle sur la question de la religion. Les jeunes salariés de 18 à 24 ans deviennent même, de peur d'apparaître islamophobe, tolérants à des valeurs et à des comportements qu'on ne devrait pas tolérer. Ainsi, 58% des 18-24 ans jugent normal de refuser une poignée de main à une personne d'un autre sexe. C'est plus 27 points par rapport à 2021. 46% approuvent le refus de s'asseoir à côté de quelqu'un d'un sexe différent. Là aussi, c'est plus 18% par rapport à 2021. Enfin, peut-être le plus grave, 40% des 18-24 ans ne sont pas choqués si un chauffeur de VTC refuse un client en raison de sa religion. Et là aussi, c'est plus 16 points. Une partie de la jeunesse de confession musulmane et de culture musulmane, mais aussi, plus largement, de notre jeunesse, se tourne désormais vers une vision communautariste de la société française. Une vision culpabilisatrice qui les empêche d'aimer notre pays. Nous devons retrouver la fierté de notre histoire, la fierté de nos valeurs, développer un vrai discours anti-radicalisation, être en capacité de lutter contre l'influence des frères musulmans. Restez sur le site du CERU, vous retrouverez nos différentes analyses sur ces sujets-là.